Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller. Où ce soir, j'ai l'immense joie de recevoir Sylvain Pathieu. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, merci pour m'avoir invité. Alors on vous reçoit ce soir pour votre livre qui est sorti en rentrée littéraire de janvier, le 10 janvier exactement, qui s'appelle Une vie qui se cabre. Je vais le montrer tout de suite à l'écran pour qu'on voit de quoi il s'agit avec un très beau bandeau. Le voilà, Une vie qui se cabre, donc sorti aux éditions Flammarion. Avant que l'on commence à discuter tous les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par tous les canaux possibles, mais par écrit. Et Frédéric de Guelt reviendra en deuxième partie d'émission pour vous les poser. Donc Sylvain, bienvenue dans ces rencontres. Moi, je ne vous connaissais pas, je vous ai découvert et avec un titre merveilleux, Une vie qui se cabre. D'où sort ce merveilleux titre? Alors, il faut que j'avoue que c'est pas un titre de moi, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre ce titre, mais c'est un vers d'Aimé Césaire. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi beau. Et voilà, donc j'ai d'ailleurs mis le vers un peu plus complet parce que une vie qui se cabre, c'est un petit bout du vers. Je l'ai mis en exergue du roman. D'accord. Mais en tout cas, ça interpelle parce que je me suis dit, mais moi, je n'avais pas lu le pitch. D'ailleurs, je vais vous faire pitcher votre roman pour que tout le monde soit au courant de quoi on parle. Mais c'est un titre qui marche parce que ça interpelle et il est tellement beau qu'on a envie de prendre le livre. Et puis le bandeau, qui est aussi d'une artiste qui est toujours vivante. Je sais, elle a 93 ans. Son nom, c'est... alors, vous allez mieux le prononcer que moi, je pense. Euh, Face Ringgold. voilà, Face Je Ringgold. sais pas si j'ai pas un très bon accent anglais, mais bon. Ouais, mais je me suis Je un ne peu connaissais pas entraîné. non plus. C'est une merveille. Et le bandeau est magnifique. Donc, je vais vous laisser en une minute pitcher votre livre. D'accord. En fait, j'imagine un monde dans lequel, en 1946, il y a une loi qui a été votée, qui a vraiment été votée, qui s'appelle la loi Lamine-Gay, et qui accordait en fait au sujet de l'Empire français, c'est-à-dire les colonisés, le statut de citoyen, comme les Européens, enfin, comme les Français de France hexagonale, comme les Blancs, quoi, entre guillemets, quoi. Et donc, en fait, cette loi, elle a été portée par les députés ultramarins qui étaient dans l'Assemblée à l'époque. Et elle aurait pu enclencher une nouvelle dynamique, disons, entre la France hexagonale et ses colonies. Et puis, en fait, elle n'a jamais vraiment été appliquée parce que ça aurait voulu dire non seulement le droit de vote, mais aussi les droits économiques et sociaux qui sont ceux qui ont été gagnés à la Libération avec le programme du Conseil national de la résistance, par exemple. Et donc, en fait, il y a eu des débats et des pressions, enfin des tensions entre les leaders d'Afrique de l'Ouest et les gouvernements français pendant plusieurs années pour voir si cette loi serait appliquée ou pas. Et finalement, elle n'a pas été appliquée, donc ça a débouché sur les indépendances. Et donc moi, je fais ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire que je change un peu le passé. J'imagine que la loi a été appliquée, et donc, le centre de gravité de l'Empire s'est déplacé vers les colonies, que c'est Aimé Césaire puis sa femme, Suzanne Césaire, qui sont devenus présidents de cette Union française, qui est une sorte d'État fédéral, hein, en quelque sorte, dans lequel chaque nation a une autonomie, mais fait partie d'un tout. Et dans ce monde-là, qui est un peu différent de celui qui a réellement existé, j'ai un personnage principal qui s'appelle Marie des Neiges, et on se situe à peu près 15 ans après la loi Lamine-Gay, donc à la fin des années 1950. Et Marie des Neiges, elle est née à Dakar et elle décide de venir faire ses études à Aix-en-Provence, à l'école normale, pour devenir institutrice et pour participer à construire cette Union française par la pédagogie, en fait, en essayant après de revenir au Sénégal pour donner de l'instruction aux enfants aux anciens enfants colonisés qui ne pouvaient pas avoir d'instruction sous le colonialisme. Pourquoi avoir choisi l'Uchronie pour écrire ce roman? J'ai été marqué par plusieurs uchronies. J'aime bien ce genre en fait de l'uchronie. Et en fait, j'aime bien m'emparer d'un genre et le faire à ma manière. Par exemple, j'avais écrit Et que celui qui a soif vienne, qui était un roman de pirate. Et avec vraiment un profond respect pour la piraterie, pour les romans de pirates, mais avec l'envie de faire ça de manière contemporaine. Et il y a eu beaucoup de romans de pirates qui ont déjà été écrits, donc je voulais en faire un à ma manière. Mm. Donc là, c'est un peu pareil. J'ai lu des uchronies qui m'ont beaucoup intéressé. Par exemple, j'ai lu celle de Philippe Roth, Le complot contre l'Amérique, dans lequel il imagine l'élection de Lindbergh à la place de Roosevelt en 1940.
Et Lindbergh, en fait, il était pro-nazi. Donc, bien entendu, bah, ça change pas mal de choses. Et lui, Philippe Roth, à cette époque-là, il était enfant dans une famille juive du New Jersey. Et donc, il parle de sa propre famille en imaginant ce que ça aurait changé. Et on y croit vraiment, on se laisse avoir, quoi. Donc ça, j'aimais bien. Et j'avais lu aussi un livre, alors c'était pas vraiment une uchronie, c'est plutôt dans le futur, mais qui a un peu un aspect d'Uchronie dans le sens où il y a des choses qui changent. C'était le livre de Leonora Miano qui s'appelle Rouge Impératrice, Mm. dans lequel elle imagine, voilà, dans le futur, que l'Afrique est devenue le continent le plus riche et qu'il y a des Européens qui essayent de venir se réfugier en Afrique. Donc ça, j'avais bien aimé. Et enfin, dernier livre qui m'avait inspiré, c'était un livre, alors cette fois écrit par des historiens, puisque moi je suis historien à la base, qui s'appelle enfin, un livre qui avait été écrit pour une histoire contrefactuelle par Pierre Singaravelou et puis Quentin de Luermoz, et dans lequel ils imaginaient les usages que pouvaient faire les historiens, les usages que font les historiens de l'histoire contrefactuelle, de se dire et si Louis XVI avait réussi à fuir à Varennes, et si la Commune avait réussi. Bon voilà, je donne des exemples comme ça. Et voilà, donc j'aimais bien cette opération intellectuelle de l'Uchronie, de se dire qu'est-ce qui aurait pu changer, qu'est-ce qui aurait pu être différent. Mais en même temps, je voulais pas que ce soit juste un roman avec cet arrière-fond politique. Je voulais vraiment faire un roman avec des personnages qui nous emportent, avec un aspect romanesque. Oui, dans les uchroniques qui m'avaient plu, j'ai oublié d'en citer une qui était vraiment bien de Laurent Binet, Civilisation, où il Mm. imaginait qu'en fait c'était bah, les Incas qui avaient envahi l'Europe au lieu que ce soit les Européens qui avaient envahi l'Amérique du Sud. Donc ça, j'avais bien aimé aussi ce livre-là. Mais je voulais vraiment des personnages, je voulais que on soit emporté par les personnages, qu'il y ait une histoire d'amour, ou plusieurs histoires d'amour, et que cette uchronie, elle soit un arrière-fond. Qu'elle prenne pas toute la place. Alors, je vous rassure, moi, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez fait avoir avec Philippe Roth. Moi, je me suis fait avoir avec vous parce que quand on lit, on a l'impression que ça s'est vraiment passé, quoi. Donc, ça, c'est réussi, n'ayez aucun doute là-dessus. Et les personnages, justement, on va en parler. Donc, Marie des Neiges, justement, pourquoi avoir choisi un protagoniste féminin pour porter cette histoire à travers l'histoire, ouais, les soubresauts, on va dire, un peu de l'histoire, hein. Pourquoi une femme particulièrement? Bah alors ça, c'est dans beaucoup de mes livres, hein, les personnages principaux sont des femmes. C'était le cas dans le roman précédent que j'avais écrit qui s'appelait Forêt furieuse. C'était le cas dans mon roman de pirate, il y avait pas mal de personnages féminins. Le premier roman que j'avais écrit qui s'appelait Des Impatientes, c'était aussi des personnages féminins. Pratiquement tous mes romans, il y a des personnages féminins, soit qui sont le personnage principal, soit qui sont des personnages en tout cas importants. Donc, je pense que la plupart de mes romans passent le test de Bechdel. Donc, pour rappeler, le test de Bechdel, c'est une écrivaine de BD qui avait dit est-ce que dans un film, il y a plus de un ou deux personnages féminins? Est-ce qu'ils ont un prénom et un nom? Est-ce qu'ils ont un métier? Est-ce qu'elles parlent entre elles d'autre chose que de personnages masculins? Voilà, donc ça, c'était un peu les critères pour voir si un livre passait le test de Bechdel. Et malheureusement, dans les films, il n'y en a pas beaucoup qui le passent, mais dans les livres aussi, il y a beaucoup de livres où il n'y a que des personnages masculins, tout ça. Donc, bah, moi, voilà, je suis un peu le produit d'une époque où, heureusement, les femmes ont une place plus importante qu'avant. Et donc, enfin, plus importante qu'avant. En tout cas, elles sont plus sur le devant de la scène qu'avant. Donc, ça ressort dans mes livres. Beaucoup de personnages féminins. Et puis, comment imaginer une uchronie, un monde où il y aurait plus d'égalité entre les peuples, s'il n'y avait pas aussi plus d'égalité entre les hommes et les femmes? Donc pour moi, c'était important que ce soit un personnage féminin qui soit le personnage principal, d'autant que ce personnage principal, Marie des Neiges, elle m'a été en partie inspirée par le livre de Maryse Condé, Mhm. Une vie sans phare, dans lequel elle parle de sa propre jeunesse, quoi. Et c'est vraiment un livre qui m'a emporté, j'ai vraiment été bouleversé aussi par ce livre. Et voilà, donc c'était aussi une manière de rendre hommage à Maryse Condé, qui est Et, d'ailleurs un des personnages du roman. ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Marie des Neiges, ce prénom, il sort d'où? Bon, alors, faut savoir que là aussi, dans beaucoup de mes livres, il y a des prénoms un peu bizarres, hein. J'aime Mhm. bien ça.
Mais je pense que vous voyez où je veux en venir, parce que vous l'avez écrit à la fin de votre... Et ça, c'est important, parce que c'est l'influence de la littérature chez un auteur, et vous allez le dire mieux que moi, mais oui. Voilà, bah, Marie des Neiges, bah, en fait, alors le prénom il m'est arrivé comme ça, hein, je l'avais pas imaginé, hein. Enfin, je l'avais pas, j'ai pas travaillé pour le chercher, tout ça. J'avais déjà l'idée d'un personnage qui s'appelait Marie des Neiges. Alors, je sais pas, peut-être parce que ma fille, quand elle était petite, elle adorait la Reine des Neiges. Peut-être aussi parce que c'est aussi un personnage historique. Marie des Neiges, c'était une infante du Portugal qui est morte dans les années 30. Et puis, en même temps que j'écrivais mon livre, et j'avais déjà ce prénom de Marie des Neiges qui était là, j'ai lu le livre Triste Tigre de Neige Sino. Et elle parle dans son livre, elle réfléchit sur ce que ça veut dire de s'appeler Neige. Parce que bah, les parents ont choisi des prénoms pour nos enfants, et puis des fois, après, ils doivent le porter pendant toute leur vie. Et voilà, donc du coup, ça va. C'est pas parce que j'avais lu le roman de Neige Sino que j'ai beaucoup apprécié que j'ai eu l'idée de Marie des Neiges, mais je sais pas, je l'ai vu comme un écho au travail que j'étais en train de faire, au livre que j'étais en train d'écrire. Et ça m'a bien plu parce que voilà, je trouvais que c'était vraiment un grand livre, quoi, ce livre Triste Tigre de Neige Sino. Donc ça m'a conforté dans l'idée de l'appeler Marie des Neiges. Mais il y a beaucoup de mes livres où mes personnages ont des prénoms un peu bizarres. Par exemple, dans Forêt Furieuse, le personnage principal, donc qui est une petite fille, elle s'appelle La Petite, elle veut tout faire toute seule. Donc en Ah plus, oui, voilà, en plus ok. à rallonge, quoi. Oui, oui. Donc, Non, mais là, je trouve que Marie des Neiges, ça lui va bien à cette femme. Je trouve que, voilà. Alors, Marie des Neiges, elle habite à Dakar. Alors, on va partir de Dakar, on va faire une escale à Marseille, on va aller à Aix-en-Provence, qui est votre ville de naissance. On va exactement. passer par la Corse et on va aller dans le Vercors. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre, Marie des Neiges, avant de partir, elle se documente un peu sur Marseille et vous écrivez on visite aussi les villes dans les livres. Ça vous est arrivé, vous, de visiter une ville à travers un livre? Ben, pas plus tard que cet été, par exemple, je suis allé à Naples en famille et j'étais à Naples et j'étais en train de lire L'Amie prodigieuse Mm. d'Elena Ferrante. Donc, j'étais plongé vraiment dans l'univers du livre. Et à un moment donné, j'étais sur une plage, on est allé à Ischia, donc c'est une île qui est au large de Naples. Et à un moment donné, le personnage principal de l'amie prodigieuse se rend aussi à Ischia. Et elle va sur une plage bien précise. Et j'étais sur cette plage en train de lire le chapitre où elle se rendait sur la plage où j'étais, quoi. Et c'est vrai que c'était assez magique de voir ça, quoi. J'étais vraiment, ouais, j'étais vraiment ému. Et bon, des fois, alors c'est quand même rare que j'arrive à lire un livre qui se passe dans la ville que je visite. Mais par contre, c'est vrai que quand je fais des voyages, bah, souvent je prends des livres et j'associe après des lieux à des livres, en fait. Je suis en train de lire un livre et par exemple, je me rappelle, par exemple, j'avais lu Les Hommes couleurs de Chloé Cormand. J'étais en voyage en Grèce. Euh, D'accord. donc maintenant, j'associe la Grèce avec, avec cette autrice, quoi. Alors, il y a Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de références historiques par votre métier. Il y a aussi des références littéraires qui sont importantes dans ce livre, mais il n'y a pas que, parce que on va dire, que c'est quand même un roman d'apprentissage, puisque Marie des Neiges va partir de Dakar pour aller à l'école normale et son but, c'est de devenir institutrice, voire beaucoup plus, parce qu'il y a aussi dans votre livre des poèmes. Je crois savoir que vous avez sorti en 2022 à l'Iconopop un recueil de poésie. Vous aimez la oui, c'est poésie? ça. C'était important pour vous d'inclure dans ce livre-là aussi la poésie? Oui, oui, c'est ça. J'ai sorti un recueil de poèmes qui s'appelle En armes, Ouais. et donc à l'Iconopop. Et ben en fait, moi au départ, la poésie, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, parce que j'étais resté un peu sur la poésie un peu très scolaire qu'on étudiait à l'école, et que j'aimais bien, mais je me sentais complètement incapable d'écrire des sonnets ou des quatrains, avec des quatrains, des trucs comme ça. Bon, ça me paraissait vraiment inatteignable. Et puis, en enseignant dans le master de création littéraire de Paris 8, Mhm. je me suis rendu compte qu'il y avait là aussi des formes de poésie contemporaine qui étaient assez différentes parce que j'avais des étudiants et des étudiantes qui faisaient de la poésie, qui écrivaient de la poésie. Et il y en a qui ont sorti d'ailleurs des recueils de poèmes qui sont très beaux. Et donc, en lisant mes étudiants et mes étudiantes, bah, ça m'a donné, enfin, voilà, ça m'a donné envie moi aussi d'en écrire. Et puis j'avais aussi assisté à des performances de poétesses, par exemple Laura Vasquez, que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu aussi des poèmes par exemple, de Warsan Shire qui avaient été traduits par Sika Fakambi.
que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, je me suis rendu compte que, il y avait l'écriture romanesque, mais il y avait aussi une autre forme d'écriture où j'étais peut-être encore plus libre que dans l'écriture romanesque et qui était l'écriture poétique. Et donc, voilà, bah alors je n'oserais pas vraiment me dire poète, mais en tout cas, j'essaye d'écrire enfin, j'écris des textes qui sont, qu'on pourrait, oui, qu'on pourrait qualifier de poèmes. Et j'essaye aussi que ça se ressente dans mon écriture romanesque. Et donc, voilà, j'avais envie qu'il y ait des poèmes dans mon livre. Et donc, Marie des Neiges, à un moment, elle en écrit. Et même, j'écris aussi des romans, par exemple, en littérature jeunesse, à Ouais, j'ai l'école vu des ça. loisirs. Et dans mes romans jeunesse, il y a aussi des poèmes. Parce qu'il y a un des personnages qui en écrit, quoi. Et c'est une manière pour moi de pouvoir en écrire. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances où j'ai pas d'autre solution que de passer par la poésie pour écrire certains textes. Par exemple, l'été dernier, ben, j'étais en résidence avec la MECA, donc la Maison des Écritures Contemporaines à Aix-en-Provence, dans le quartier du Jas de Bouffan. Donc le quartier du Jas de Bouffan, c'est un quartier populaire d'Aix qui a été construit dans les années 70, où il y a beaucoup de HLM, quoi, et des tours, voilà, mais il y a aussi beaucoup d'arbres, de pins, etc. Et moi, c'est un quartier particulier pour moi parce que, bah, comme vous disiez, j'ai grandi à Aix. Et en fait, c'est le quartier où on allait faire le marché avec ma mère. Parce que ma mère, à la fin de sa vie, elle était malade, elle était en fauteuil roulant. Et donc, c'était un marché beaucoup plus pratique pour y aller en voiture que le marché du centre-ville. Et donc, on allait là-bas avec mon père et des fois avec mon frère aussi. On se garait, on sortait le fauteuil roulant et ma mère, elle pouvait faire le marché. Elle aimait beaucoup faire le marché. Et donc, j'ai écrit un texte où à la fois j'ai fait une résidence, donc j'ai eu les récits des jeunes de ce quartier qui m'ont raconté plein d'histoires et c'était super de travailler avec eux. J'avais mes propres souvenirs d'Aix-en-Provence et du Jazz de Bouffan. Moi, j'habitais pas au Jazz de Bouffan, j'habitais plutôt vers le centre-ville. Et j'avais aussi, je suis aussi allé dans les archives pour trouver des archives sur la construction du Jazz de Bouffan. Et donc, pour rassembler ces trois matériaux, mais des matériaux intimes, les miens et puis ceux des jeunes, et puis des matériaux historiques, ces archives, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'écrire des textes poétiques qui ont été mis en musique après par un musicien qui s'appelle Fred Nefché. Et D'accord. donc, ensemble, une lecture musicale. Et voilà, et donc quand j'écris Une vie qui se cabre, ben, il y a des moments aussi où je fais passer les émotions de Marie des Neiges par des poèmes, quoi. C'est comme une respiration, en fait, parce que c'est vrai que, bon, on va pas l'occulter non plus. Donc, il est question d'une période post-coloniale, donc il y a des propos assez durs, il y a des réflexions qui sont très intéressantes, très philosophiques. Après, il y a un peu la réalité aussi. Et je trouve que ces poèmes, c'est comme une respiration, et ça nous en dit beaucoup de Marie des Neiges, justement. Le fait qu'elle s'exprime par la poésie. Oui, parce que Marie des Neiges, elle est toute jeune, hein, elle a 20 ans, et donc en fait, ben voilà, ses parents, donc elle a un père qui est cheminot, qui est syndicaliste, elle a une mère qui est une catholique fervente et qui a organisé des manifestations, et il y en a eu vraiment hein, à la fin des années 40 à Dakar, des manifestations pour le droit de vote des femmes. Et donc, elle est ambitieuse, elle a envie de bouger, de changer, et donc elle part à Aix-en-Provence pour faire cette école, pour être institutrice mais elle n'est pas complètement sûre de vouloir faire institutrice, elle sait pas trop où elle veut aller. Et donc, voilà, elle fait ses études d'institutrice, donc elle a un côté très sérieux, très rigoureuse, mais en même temps, il y Elle a des aussi. moments où, voilà, où elle a 20 ans, elle s'évade, elle teste, elle expérimente des choses. Et parmi les choses qu'elle expérimente, il y a cette écriture poétique, quoi. En fait, elle part parce que c'est son professeur, donc Marie Scondé, qui n'est pas encore la grande écrivaine, voilà, comme vous le dites, qui lui dit, mais il faut que tu partes, que tu ailles étudier dans l'Hexagone parce que c'est important et c'est là que tu vas te développer, que tu vas vivre en fait ta vie. Donc ça c'est fort aussi. Et je voudrais revenir sur une phrase terrible sur Marseille. Vous Ah. dites Marseille, c'est une ville dure, Marseille, parce que c'est un port, c'est violent. Ben Qu'est-ce oui, que vous c'est en vrai. pensez? Oui, c'est vrai que c'est une ville violente, hein, ben on le voit aujourd'hui, malheureusement, avec les histoires qu'il peut y avoir autour du trafic de Mais les drogue. ports en général, c'est violent pour vous? Ben, un port, en fait, c'est une interface, c'est un endroit où il y a des contacts, en fait. Et c'est forcément un endroit où il peut y avoir des trafics assez facilement dans un port.
Et je pense pas que Marseille soit que une ville violente, hein. C'est aussi pour moi une ville qui est très belle. C'est une ville où il se passe plein de choses, où il y a beaucoup d'intelligence aussi. Mais c'est quand même aussi une ville qui est violente parce qu'il y a beaucoup de pauvreté et ça a souvent ça a longtemps été le cas depuis longtemps quoi. Et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de tensions sociales, beaucoup d'inégalités. Et une ville, le fait que ce soit un port, bah, par exemple, il y avait des tensions sociales très fortes entre les armateurs du port et les dockers, qui étaient syndicalistes et qui se battaient pour leurs droits. Il y avait les armateurs, ils n'hésitaient pas à utiliser la mafia, à utiliser la pègre pour casser les grèves. Donc tout ça, c'est un matériau historique que je connais parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'ai lu là-dessus. Et donc forcément, dans mon roman, ça m'intéressait parce que c'est quelque chose de très romanesque. Et il y a un contraste avec la ville d'Aix, qui est une ville plus Oui. bourgeoise, où il y a Des aussi une villes violence, il y a aussi une violence quand même à Aix. Mais voilà, c'est une ville plus, disons, plus policée, il y a plus d'apparence. Alors qu'à Marseille, voilà, à Marseille, ouais, bah, c'est une ville qui est assez âpre, quoi, qui peut des fois être un peu désarmante quand on y arrive pour la première fois ou quand on ne connaît pas, qui n'est pas forcément toujours très accueillante. Des fois, elle l'est, mais pas toujours. Et je voulais que mes personnages, bah, ils arrivent dans cette ville et qu'ils la découvrent et aussi qu'ils l'aiment quand même, enfin, qu'ils s'y attachent. Donc voilà, pour moi, je pouvais, bah, moi, j'ai grandi à Aix-en-Provence, mais j'allais quand même beaucoup à Marseille. J'avais une partie de ma famille qui était à Marseille, qui habitait dans les quartiers nord, dans un quartier qui s'appelle les Égalades, que d'ailleurs j'ai mis dans le livre, parce que ce quartier des Égalades, c'était un quartier, il y avait les castors en fait. C'était des maisons qui avaient été construites par des ouvriers après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ils avaient tiré au sort, elles étaient toutes identiques, et ensuite, ils tiraient au sort pour savoir quelle famille allait dans quelle maison. Donc, c'était un petit habitat assez modeste, mais avec quand même une maison et un jardin, donc un idéal quand même d'accession à la propriété individuelle. Et voilà, qui était, voilà, mon grand-oncle et ma grand-tante habitaient là-bas, quoi. D'accord. Ce Donc, qui est intéressant dans votre roman, c'est que donc il y a un fond historique, il y a aussi il est social votre roman parce qu'effectivement le père de Marie des Neiges, Guy, il est syndicaliste, il est cheminot, donc il est dans les grèves, contraste avec sa femme. Marie des Neiges, elle part, elle arrive de Dakar, elle va rencontrer des gens, elle va, même si c'est un roman d'apprentissage, elle va s'émanciper, elle va rencontrer plein de gens de différents univers sociaux, et elle va aussi rencontrer un Corse qui s'appelle Ange. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage Ange qui est aussi un pivot de. Finalement, il y a un trio. Donc, il y a Marie des Neiges, il y a Cathy et il y a Ange quelque part. oui, alors Cathy, c'est une étudiante américaine dont elle tombe un peu amoureuse, quoi. Et donc, une étudiante américaine qui vient de New York, qui est donc une intellectuelle, qui est alors, dans mon roman, j'ai mis que qu'elle était d'origine juive parce que bah, les juifs américains, historiquement, ont été vraiment en pointe dans beaucoup de combats sociaux et notamment pour l'émancipation de toutes les minorités et aussi pour l'émancipation des Noirs. Donc, pour moi, c'était important qu'il y ait ce personnage-là. Et puis, elle rencontre aussi Ange. Donc, Ange, c'est ce qu'on appelle en marseillais, on dit un nervi. Donc, un nervi, c'est un mauvais garçon, c'est un voyou, quoi. Et donc, lui, il vient de Corse, en effet. Il y a beaucoup de Corse à Marseille. Et dans les années 20, 30 et après dans les années 50, il y a eu enfin, les Corses, ils étaient beaucoup dans le milieu des navigateurs, dans le milieu des dockers. Et il y en a qui aussi faisaient partie de la pègre. Et donc, j'imagine que c'est un personnage voilà, qui fait un peu partie de la pègre, mais qui est un homme de main, quoi. C'est pas un boss, c'est pas un des chefs. Et lui, bah, il est très beau, il a beaucoup de charisme. Et Marie des Neiges, elle est très attirée par lui. Et lui, c'est quelqu'un bon, qui n'a pas forcément énormément d'idées politiques, mais qui est quand même plutôt conservateur, plutôt réactionnaire, qui aime pas beaucoup ce qui est en train de se passer avec l'Union française, qui aime pas beaucoup l'émancipation des peuples colonisés. Mais elle est quand même attirée par lui et c'est une contradiction pour elle parce qu'elle sait bien qu'ils n'ont pas les mêmes idées politiques et même, c'est pas simplement une question d'idées, c'est qu'ils sont pas du même bord, ils sont pas du même camp. Parce que j'imagine que dans cette société nouvelle, il y a des forces qui tirent vers l'arrière, qui tirent vers un retour au passé. Et donc, voilà, qu'il y a une extrême droite forte qui essaye de faire vaciller cette Union française qui voudrait bien revenir à l'ancien temps des colonies. Et voilà, et donc elle sait très bien que lui, il est plutôt de ce côté-là et qu'elle, elle est de l'autre côté, mais elle peut pas s'empêcher d'être attirée par lui. Et bah ça, c'est aussi
pour moi intéressant quand on fait un roman, c'est de ne pas avoir des personnages qui soient de pures abstractions, pas avoir des personnages qui soient parfaits. Mais bah, comme tout le monde, hein, on peut tous avoir des contradictions. Des fois, on est attiré par des gens qui ne nous ressemblent pas. Des fois, on sait très bien qu'on ne devrait pas aller là où on se dirige et pourtant on y va. Donc voilà, c'est un peu ce qui arrive avec Marie des Neiges, quoi. Elle sait très bien qu'elle ne devrait pas tomber amoureuse de Ange et pourtant elle est attirée par lui. Et alors, dans cette chronique, vous nous avez mis Suzanne Césaire comme présidente. Ça, c'était important aussi de qu'elle prenne la suite de son mari, que ce soit une femme qui soit à la tête de l'État. Ben oui, là encore, je me suis dit, tant qu'à tout changer, autant changer aussi la place des femmes, hein. Et puis, j'aime beaucoup Suzanne Césaire, j'aime beaucoup Aimé Césaire aussi. Mais il faut bien reconnaître que Suzanne Césaire, elle a vécu un peu dans l'ombre de son mari. C'était le grand homme et elle, c'était un peu la femme dans l'ombre du grand homme. Puis ils ont eu plusieurs enfants, donc voilà, elle s'est un peu sacrifiée, alors que c'était quelqu'un qui était quand même brillante. Elle a écrit, elle était capable d'écrire des choses très brillantes. Elle a écrit une pièce de théâtre qui a été perdue, mais apparemment qui était vraiment intéressante. Et bon, à la fin de sa vie, elle a divorcé. Enfin, ils sont séparés en tout cas. Non, je crois pas qu'elle a vraiment divorcé formellement, mais en tout cas, ils étaient séparés. Et puis, elle est morte au début des années 60. Elle a eu une maladie, quoi. Elle est morte. Mais voilà, donc moi, j'imagine que lui se fait assassiner par un ultra d'Algérie. Parce que j'imagine que l'Algérie est le point où ça achoppe, le point où les Européens d'Algérie ont beaucoup de mal à accepter l'égalité avec les anciens colonisés. Et donc, c'est elle qui le remplace. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait être un juste retour des choses dans mon roman, qu'elle devienne elle aussi une grande femme. Une réhabilitation quelque part. Bon, je sais pas si réhabilitation, je sais pas, mais en tout cas, voilà, elle prenne la lumière et que ce soit elle qui soit au premier plan. Il y a de la musique aussi qui est présente dans votre roman. Vous avez quel rapport avec la musique, justement? Alors, bah, j'ai un rapport assez malheureux avec la musique dans le sens où mes parents, quand j'étais petit, bah, ils auraient bien aimé faire de la musique quand ils étaient jeunes, mais ils venaient pas de milieu où c'était facile de faire de la musique. Donc, ils ont voulu que mon frère et moi, on en fasse. Ils ont essayé de nous mettre au piano et ça a été désastreux, c'est-à-dire qu'on était vraiment mauvais. Alors, mon frère était un peu meilleur que moi, mais moi, quand même, j'étais vraiment très mauvais. Et donc, j'ai jamais réussi à avoir ni le sens du rythme, ni à réussir à travailler. Alors, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai fait une rencontre en librairie à la librairie de Saint-Denis et à la Petite Denise. Et puis, j'ai revu mon ancien prof de piano qui m'a fait le plaisir de venir me voir. Et on a discuté. J'étais très content de le revoir, très ému parce que ça devait faire presque plus de 35 ans que je ne l'avais pas revu, quoi. Et on a discuté ensemble. Il m'a dit que j'étais très attachant à l'époque, mais que vraiment, j'étais complètement coincé, que je savais pas, que j'étais raide, que même physiquement, j'arrivais pas à faire de la musique, quoi. Et donc, je sais jouer d'aucun instrument. Je chante faux. Enfin, j'essaye de chanter bien, mais en général, on me fait taire. Voilà, donc, mais ça a quand même sauté une génération, dans le sens où le souhait de mes parents s'est réalisé avec mes enfants, puisque mon fils fait du trombone et ma fille fait du hautbois. Et Ah donc, eux, oui. voilà. Et donc, eux, ils sont plutôt doués pour la musique. En tout cas, ils en font, ils continuent et tout. Et donc, en fait, c'est avec mes enfants. Bon, moi, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours bien aimé. Mais c'est avec mes enfants que la musique est vraiment redevenue quelque chose d'important, puisque ben, je les accompagne au conservatoire. Donc, nous, on habite à Noisy-le-Sec, donc ils sont au conservatoire de Noisy-le-Sec. Mon fils, il est au collège à Bondy, donc il fait une classe musique, une classe cham, donc il va aussi au conservatoire à Bondy. Le même conservatoire où il y avait Kylian Mbappé qui faisait de la flûte traversière. Et voilà, et donc du coup, je les accompagne souvent, j'assiste souvent à des concerts qu'ils font ou à des cours dans lesquels ils prennent leurs leçons. Et voilà, donc moi, ça m'apprend plein de choses parce que bah, je connais pas très bien, par exemple, tout ce qui est musique classique, je connais pas très bien tout ce qui est jazz. Et voilà, Ah, donc vous avez inclus dans votre roman la musique, oui, à un justement. moment donné, il y a une fanfare, il y a une Ouais. bagarre avec une fanfare et dans un train. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est une scène que Non. je me suis vraiment beaucoup amusé à écrire et qui a un côté un peu presque dessin animé, hein, parce qu'ils vont d'un côté à l'autre du train en se bagarrant. Et voilà, et donc j'ai mis un trombone, j'ai mis un hautbois, bien sûr. J'ai mis un sous-bassophone aussi, parce que j'ai découvert le sous-bassophone
en travaillant avec une compagnie de danse qui est la compagnie d'Ivan Alexandre. Et j'ai découvert le sous-bassophone qui est vraiment un instrument assez impressionnant. Voilà, donc voilà, même si moi-même je suis pas capable de faire d'un instrument, j'en ai mis dans mes livres, Ouais. quoi. Mais alors, c'est pas grave, Sylvain, si vous chantez faux, vous savez écrire et vos phrases sont très Merci. musicales quand même, hein. Donc, je veux dire, vous êtes pas arythmique parce que, il y a un rythme dans votre livre qui est quand même bien maîtrisé. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, c'est pas très grave si vous Et, chantez faux. et d'ailleurs, j'ai fait des lectures musicales, hein. Ça m'est arrivé de faire des lectures musicales avec, bon, j'ai un complice qui s'appelle Orso Jezenska, qui est un musicien marseillais avec qui je fais pas mal de lectures musicales. Et j'en ai fait aussi avec Senabou Sonko et Aurélien Bedos, qui sont... donc Senabou Sonko, c'est une autrice, mais elle est aussi chanteuse, donc elle a plein de talent. Et Aurélien Bedos, il est musicien et auteur lui aussi. Et donc, tous les deux, c'est des anciens étudiants du master de création littéraire. Et donc, on a fait ces lectures musicales ensemble. Et puis, j'en ai fait une aussi avec Fred Nefchier, donc c'est la plus récente que j'ai faite. Donc, j'aime bien quand même travailler avec des musiciens. Et puis, moi, mon rapport à la musique, alors, quand j'étais petit, mes parents, ils écoutaient pas trop de musique, ils en écoutaient un peu. Mais du coup, c'était un peu ma grand-mère qui avait fait mon éducation musicale. Et donc, j'aimais beaucoup la variété française, mais de la variété française qui était un peu ringarde à l'époque. Par exemple, j'aimais bien Christophe. Alors après, maintenant, il est devenu hype. Donc, j'ai eu de la chance, mais j'aimais Ça bien, revient. voilà, mais j'aimais Et bien plein de chanteurs et de chanteuses qui étaient un peu has-been quand moi j'étais petit dans les années 80. Et au début des années 90, vraiment, ma musique, ça a été le rap. Parce que bah, j'ai découvert le rap et c'était vraiment la première fois qu'il y avait une musique que je pouvais m'approprier. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le rap. Et j'avais l'impression que c'était la première fois que c'était ma musique à moi, c'était pas la musique de ma grand-mère, c'était pas la musique de mes parents. Et je pense que ça, on sent un peu ce rythme-là dans mon écriture, ce rythme ouais, peut-être scandé du exact- rap. ouais, exactement. Et comment vous voyez le rôle de la littérature dans la sensibilisation aux questions postcoloniales et dans la mise en lumière des voix marginalisées? Parce que c'est un peu ça aussi ce qu'il y a dans votre livre. Je dirais que alors pour moi, la littérature, elle doit pas forcément porter un message, elle doit pas être didactique et tout. Mais il n'empêche que moi, c'est des questions qui me travaillent. Et donc forcément, ça travaille aussi mes romans et ça travaille aussi mon écriture, quoi. C'est-à-dire que en tant qu'historien, je fais des recherches sur ça, sur le postcolonialisme. En tant que citoyen, je suis très intéressé par toutes ces questions-là. Puis bon, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis, donc c'est quand même des territoires qui sont aussi marqués par l'histoire coloniale de la France, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les coins du monde. Et alors, ils viennent pas tous d'anciennes colonies de la France, mais voilà, c'est quand même une question qui est importante. Donc, et puis j'ai grandi aussi à Aix et à Marseille, dans une région où aussi l'histoire coloniale a eu son importance. Donc c'est normal que ce soit des questions qui imprègnent aussi mes romans, quoi. Hmm. Alors, comment vous êtes venu à la littérature? Parce que quand on voit votre parcours, où il y a des romans jeunesse, il y a trois récits littéraires, des ouvrages historiques. Comment vous êtes venu à l'écriture? Ben alors, j'y suis venu assez tardivement, quand j'avais presque 30 ans. En fait, moi j'ai fait des études. Bah, quand j'étais petit, quand j'ai appris à lire, j'ai tout de suite beaucoup aimé la lecture. Et je me suis mis à beaucoup lire et j'écrivais à l'époque. Quand j'étais à l'école primaire, j'écrivais des petites histoires qui faisaient plaisir à mes parents, à mes grands-parents et tout ça. Après, au collège, j'ai continué. Alors là, c'était plus dans l'ordre. Je lisais Stephen King, donc c'était plus des trucs un peu d'horreur et tout ça. Et puis à la fin du collège, j'ai complètement arrêté d'écrire parce que j'avais d'autres préoccupations, parce que c'était pas forcément très bien vu d'écrire. Donc j'ai arrêté. Et quand j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait des études littéraires, j'ai fait une prépa littéraire. Et quand j'ai fait ma prépa littéraire, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément lu les bonnes choses, que j'avais pas lu les classiques et tout ça. Et j'étais passionné par ces études littéraires, mais ça m'a un peu coupé l'envie de lire. Et donc j'ai arrêté de lire à ce moment-là, enfin de lire des romans, hein. Je lisais plutôt des essais ou des livres de sociologie, d'histoire et tout ça. Et à la fin de ma vingtaine, j'ai recommencé à lire. Parce que ma mère était malade et donc elle était souvent allongée et elle lisait beaucoup. Parce que ma copine elle lisait des romans et me disait quand même, j'aimerais bien partager ça avec toi, le plaisir d'avoir lu tous les deux un roman et de pouvoir en discuter. Donc c'était un moyen de communiquer avec ma mère, c'était un moyen de partager avec ma compagne et puis aussi avec mes amis qui lisaient des livres. Donc je me suis remis à lire. Et là, j'ai vraiment découvert la littérature contemporaine. J'ai découvert des autrices comme Oliver Rosenthal, Maëlys de Kerangal,
Alice Zeniter, Yakuta Likavazovic, voilà, tous ces autrices-là, Laurent Binet aussi, dans les hommes qui m'avaient beaucoup frappé à ce moment-là. Et ça m'a permis de retrouver le goût d'écrire, en fait. Ça m'a donné envie d'écrire. Et puis, je crois que j'avais besoin d'expression artistique que je n'avais pas vraiment de moyens pour le satisfaire, parce que, bah, comme on vient de le dire, je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer d'instrument de musique, je ne sais pas peindre ni dessiner non plus, quoi. Donc, voilà, le seul espace que j'avais pour m'exprimer, c'était ça, c'était l'écriture. Et maintenant, c'est vraiment un besoin, quoi. Je ne peux plus me passer d'écrire, quoi. Vous lisez, vous êtes un gros lecteur? Ah ouais, je lis beaucoup, ouais, ouais, ouais. Et je lis de tout, hein. Alors, je lis beaucoup d'ouvrages d'histoire parce que c'est mon travail, mais je lis beaucoup de romans, des romans contemporains. À chaque rentrée littéraire, faut que je me force à pas trop aller dans les librairies parce que j'en achète beaucoup. Heureusement, il y a des médiathèques et j'emprunte à la médiathèque de Noisy, à la médiathèque de Bondy. J'emprunte plein de romans et je les lis. J'en reçois quelques-uns aussi parce que bah, quand vous êtes écrivain, des fois vous recevez des romans qu'écrivent Oui. d'autres. Et alors, Et voilà, donc je lis beaucoup, hein, je lis beaucoup et je lis des romans de la rentrée littéraire, je peux lire des classiques aussi, j'en lis moins, j'avoue, je lis plus de la littérature contemporaine, mais je lis aussi de la fantaisie, par exemple. ouais, vous êtes pas, ouais, vous êtes ouvert à tout, quoi. Voilà, Et j'adore d'ailleurs, relire est-ce que c'est pas Olivre. lié aussi à votre deuxième arc, flèche, à votre arc, c'est-à-dire que vous enseignez au master de création littéraire. C'est quoi la création? Qu'est-ce que vous enseignez exactement? Ben, le master de création littéraire, c'est un master qui a été créé à l'Université Paris 8 par Olivier Rosenthal, Lionel Ruffel et Vincent Message, et en fait qui a pour but d'accompagner des gens qui veulent écrire dans leurs projets. D'accord. Et donc, en fait, ils ont 2 ans, ils viennent avec un projet d'écriture qui peut être de la poésie, du théâtre, du roman, de la fiction ou de la non-fiction. Ils viennent avec ce projet. Et alors, c'est assez sélectif, hein, on en prend 20. Chaque année, on a 200, 300 candidats. Et en fait, bah, nous, on les accompagne là-dedans. Donc, ils vont avoir à la fois des cours théoriques, un peu d'histoire de la littérature ou des cours de réflexion sur la littérature contemporaine. Donc ça, c'est pas mon domaine, hein. Moi, je suis incapable de faire de tels cours. Mais ils ont aussi des ateliers d'écriture et ils ont aussi un suivi de projet, un cours suivi de projet. Donc ça, c'est un cours que j'ai pas mal fait. Là, cette année, j'ai fait un atelier, mais j'avais fait pendant pas mal d'années le suivi de projet. Donc là, en fait, ils sont en demi-groupe, ils sont par 10. Et chaque semaine, il y en a 2 ou 3 qui envoient les textes qu'ils ont écrits, là où ils en sont de leur projet. Et les enseignants et les autres étudiants et étudiantes les lisent et on leur fait des retours. Et donc, ça, c'est vraiment très riche comme cours parce que c'est un peu un moyen pour elles et pour eux d'avoir des retours alors même qu'ils sont en train d'écrire. Ça, c'est très rare parce que quand on est écrivain, en général, on écrit et puis après, on fait relire à son éditrice. Alors, moi, je fais relire j'ai pas mal de copains et de copines à qui je fais relire. Mais voilà, c'est quand même limité. C'est des gens que je connais, des gens en qui j'ai confiance. Là, ils sont obligés de faire lire à des personnes qui connaissent à peine, quoi, qui sont leurs camarades avec qui, bien sûr, des liens se créent au fur et à mesure, mais Et alors justement, quand vous êtes en période d'écriture, par exemple, quand vous avez commencé à écrire Une vie qui se carre, vous faisiez en parallèle ce cours-là? Est-ce que ça se percute avec ce que vous êtes en train de corriger des gens qui écrivent et vous écrivez ou pas du tout? Vous dissociez les deux quand vous êtes en période d'écriture? ah bah non, mais en fait, moi, quand je suis en période d'écriture et que je lis des choses qui sont bien, ça me donne du souffle, en fait. Donc, ça me fait pas du tout peur de lire d'autres livres ou de lire les textes de mes étudiants. Et au contraire, les textes de mes étudiants, ils m'ont ouvert des voies, ils m'ont inspiré, quoi, parce que c'est souvent, il y en a souvent qui ont un côté un peu d'avant-garde, en fait, qui écrivent des trucs qui sont assez novateurs. Et voilà, moi, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné des idées, ça m'a donné envie d'expérimenter. Donc, non, non, ça, c'est super. Ça va pas me bloquer. Je vais pas me dire, oh là là, ils sont trop forts, j'arrête, quoi. Non, au contraire, ça m'inspire. Et puis moi, de toute façon, j'ai pas le choix, en fait. Je trouve du temps pour écrire quand je peux, mais je suis enseignant-chercheur, donc j'ai mes cours avec mes étudiants et mes étudiantes, j'ai mes recherches en tant qu'historien, j'ai ma famille, j'ai 2 enfants, donc voilà, je m'en occupe, il faut que je m'en Ça prend du occupe. temps, oui. Voilà, ça prend du temps. J'ai bah, il y a les tâches ménagères qu'on fait dans la maison, les courses, le ménage, la cuisine, il y a tous ces aspects-là C'est qui une font parenthèse. que Donc bon, l'écriture, pour vous, c'est une parenthèse, l'écriture, quand vous êtes bah, en... l'écriture, c'est des moments que j'arrache à tout le reste, quoi. Ouais. Et donc, j'ai pas beaucoup de moments d'écriture, j'ai pas le luxe de pouvoir me dire, là, je vais pouvoir ne faire que écrire. Alors, c'est vrai que par exemple,
Une vie qui se cabre, il y a un truc. Enfin, à un moment donné, j'ai beaucoup avancé parce que en fait, c'était un peu particulier. En fait, j'avais mon fils qui faisait un stage d'orchestre à Pantin. Donc, Vous êtes tranquille. ouais, ben non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'accompagnais. Il avait son stage qui commençait à 14h et qui finissait à 17h30. Moi, j'habite à Noisy-le-Sec. J'avais pas le temps de rentrer chez moi et de revenir le chercher. Vous Donc, je avez écrit. l'accompagnais et j'avais 3h30 pour écrire, où j'avais rien d'autre à faire. Donc, je me mettais au CND, le Centre national de la danse, et là, j'écrivais pendant 3h30. Et c'est vraiment très rare pour moi d'avoir ce luxe-là d'écrire pendant aussi longtemps. Et donc, bah, ça me permettait à ce moment-là d'avancer beaucoup sur mon roman, quoi. Bon, ben, on remercie vos enfants donc. Voilà, c'est ça. Des fois, il y a des contraintes qui se transforment enfin, des plaisirs aussi, mais qui se transforment en opportunités. Je crois que Frédéric est là, il doit y avoir des questions. Je suis hilar parce que bienvenue au club, ces moments qu'on arrache à la vie, c'est plutôt les femmes qui parlent de ça en fait d'habitude. Ah, Des enfants, des tâches, des machins, de la façon dont on vole du temps au temps en fait. ouais, on essaie Donc de je suis partager, ravie, quoi. Enfin, bienvenue au club. ma compagne aussi, elle fait beaucoup, mais voilà, on essaie que ce soit bien réparti, Oui, réparti au mieux, quoi. oui, mais dans l'ancien monde, les écrivains hommes sont des mecs qui s'enferment dans un bureau et maman dit chut, papa est écrivain, on ne le dérange pas. Ah non, chez moi, ça marche pas comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est une chose qu'on a notée avec les femmes et mères qui écrivent, on a trouvé que mettre un bureau au milieu de la salle à manger, on était moins dérangé quand on avait un bureau à l'écart. Euh, Euh, alors, moins dérangé quand on a un bureau à l'écart ou dans la salle à manger? dans la salle à manger. Donc, on se met au Ah, milieu de la salle à manger avec plusieurs écrivaines qui sont aussi mères. On s'était dit que finalement, euh, en s'isolant, ils étaient plus inquiets et venaient beaucoup plus nous chercher. ah oui, non, mais Euh, moi, c'est ça, hein, j'écris dans le salon, hein, quand je c'est ça. On fait Ouais. open space avec J'écris où les je peux, dans enfants. les cafés, dans les trains. Ouais, ouais, non, j'ai pas, je peux pas, j'ai pas ma chambre à moi, mais bon. En tout cas, c'est très intéressant de vous écouter et d'entendre aussi quelle est l'action, en tout cas l'influence de ceux qui ont envie d'écrire et que vous accompagnez, parce que on apprend évidemment, je le sais puisque je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, on apprend beaucoup avec ceux qui ont envie d'écrire. Qu'est-ce que vous diriez de le premier défaut, le premier manque de ceux qui aspirent à publier et à écrire? Quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous notez? Ben, nous, les personnes qu'on voit dans le master de création littéraire, c'est souvent des gens qui écrivent bien, quoi, qui ont du talent pour écrire, mais qui ont besoin d'un accompagnement, d'un encadrement, quoi. C'est-à-dire moi, je suis capable d'écrire, de me donner la discipline d'écrire et d'arriver au bout d'un projet, d'un roman, quoi. Et la première fois que je me suis mis à écrire un roman, bah, c'était comme ça. Tout le monde était étonné autour de moi parce que bah, j'étais en train d'écrire et tout le monde me trouvait ça bizarre, quoi. Mais il y a beaucoup de gens pour qui arrivent pas à faire ça tout seul. Et donc nous, on fournit un cadre, on fournit des deadlines, voilà, des échéances où ils sont obligés de rendre des choses. Et il y a des personnes pour qui c'est rassurant d'avoir ça. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on fournit, c'est une confiance en soi. Et notamment, il y a des personnes qui viennent pas forcément de milieux dans lesquels ils ont 50 écrivains autour d'eux ou des parents qui ont des livres dans la maison et tout ça. Et donc, on est là aussi pour donner, pour dire, voilà, vous avez votre voix, elle est légitime autant que les autres, et vous pouvez être écrivain ou écrivaine vous aussi, quoi. On est là Mhm. aussi pour, ouais, pour décomplexer un petit peu, quoi. Ouais. Est-ce que dans cette formation, par exemple, vous avez des auteurs qui sont maintenant publiés Ah oui, il y en euh, a plein. Rien que là, sur la rentrée de janvier, il y a par exemple, il y a Eliza Georgieva qui a écrit Odyssée des filles de l'Est. Il y a Diadje Dembélé qui a écrit Deux hommes et demi. Il y a Noah Truong qui a écrit un texte pour parler de, enfin, qui est assez poétique, qui est vraiment très beau. Voilà, il y en a plein. Il y en avait aussi à la rentrée de septembre. Dans les plus connus, il y a Anne Pauly. Il y a David Lopez, il y a Mathilde Forger. Et puis tout à l'heure, je citais Oui. Sénat Boussonko, je citais Aurélien Bedos. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a eu Viviane Arine aussi qui a publié un roman en septembre. Mattia Filice, qui est cheminot, lui, et qui Et a. oui, on l'avait reçu dans les rencontres. C'est un très bon souvenir avec moi parce qu'on a fait le test.
dans sa locomotive, en fait. Ah ouais, ah génial. Ouais. Ah, trop bien. Voilà, donc ouais, il y en a beaucoup, il y en a plein qui Et, publient chaque année. Et on les formate pas, c'est-à-dire qu'ils publient dans des maisons d'édition qui sont assez différentes en général. ouais, oui, oui, ce qui est bien parce que c'est le défaut que l'on remarque dans les écoles de cinéma, enfin, où souvent on est engagé avec déjà un formatage sur un Ouais, projet. on essaie de Est-ce pas que, avoir ce travail. alors, ouais, est-ce que vous diriez que c'est d'abord, c'est une question de Anne, est-ce que c'est d'abord le projet qui vient en tant que thème ou est-ce que c'est plutôt un personnage qui ensuite va Euh, peut-être porter un thème? un peu les deux en fait. Moi, en fait, je suis habité par mes livres en fait. Ils arrivent et ils m'habitent. Je suis un peu en transe avec mes livres quoi. Et souvent, il y a à la fois un personnage et une ambiance, quoi, ou une idée, quoi, ou un monde que j'imagine, quoi. Je dirais plutôt, ouais, c'est un monde que j'imagine avec un personnage, souvent. Et il se passe beaucoup de temps, souvent, avant que je puisse avoir le temps d'écrire mon idée, quoi. Donc, souvent, je réfléchis beaucoup à mon livre avant de commencer à l'écrire. Et donc, j'ai le temps de le laisser un peu mûrir, quoi. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on écrit, il se passe des choses qu'on n'avait pas imaginées. Mmh. Donc, voilà. C'est très vexant d'ailleurs. Comment? C'est très vexant d'ailleurs. Oui, c'est ouais, avec ça, je sais pas, non, moi j'aime bien quand même. Parce que voilà, des fois je prévois un plan et puis après je le change complètement. Je dirais c'est un peu, ouais, je sais pas, c'est un peu comme des footballeurs, ils vont faire des enchaînements à l'entraînement et puis le jour du match, il va y avoir d'inattendus et ils vont faire complètement autre chose, quoi. Un Mmh. peu comme si on va dans une forêt et puis d'un coup on est sur le grand chemin principal et puis d'un coup il y a un petit chemin sur le côté. On se dit tiens, je vais aller me balader par là et puis on change complètement d'itinéraire, quoi. Donc c'est voilà, mais quand même en général, j'ai cette idée de personnage et d'ambiance et Mmh. de monde. Bon, la métaphore de la forêt me va mieux que les footballeurs. Je me sens plus à Ah, l'aise avec celle-là. moi j'aime bien les deux, moi. Et est-ce qu'il y a un changement pour vous dans les textes qui viennent? En fait, on dit toujours qu'on écrit avec ce qui vient. Est-ce qu'il y a il y a une bascule? Il y a eu le nouveau roman et puis là, on dirait que c'est tous azimuts et qu'il n'y a pas vraiment une mode. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les romans qui arrivent? Ben, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de romans où j'écrivais avec des flux de pensée. C'était mes personnages on était dans la tête de mes personnages. Et maintenant, j'écris plus comme ça. J'ai une autre manière d'écrire que je dirais peut-être un peu plus épique, je dirais. Après, au niveau général, je ne saurais pas dire de règles parce qu'il y a vraiment tellement de romans qui sortent chaque année qu'il y a un peu toutes les manières d'écrire qui sont représentées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de romans qui partent du réel, hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très en vogue. Moi-même, j'ai fait des romans, des livres, ouais, des livres qui partent du réel que j'appelle des documentaires littéraires ou de la non-fiction. Et peut-être que ça, c'est une tendance voilà, vraiment présente ces derniers temps. On parlait tout à l'heure de Triste Tigre, de Neige Sino, mais il y en a d'autres, quoi. Mais voilà, mais il y a quand même. Je pense pas qu'il y ait une tendance unique, hein. Il y a vraiment beaucoup de livres très différents les uns des autres et qui permettent quand même d'avoir une richesse romanesque assez forte, quoi, que j'apprécie beaucoup, Mmh. quoi. Vous avez commencé par être historien avant d'écrire. Oui. Est-ce que vous diriez que vous faites quand vous faites des recherches, vous êtes plutôt, dans votre partie, historien ou vous faites des recherches comme un romancier? Oh, bah, les deux. Alors après, les recherches comme historien, c'est un peu différent parce que les recherches comme historien, on doit être beaucoup plus rigoureux. On est obligé de prouver les choses qu'on avance. Donc, il faut qu'on mette des notes de bas de page. Voilà, on peut pas simplement se fier à ses intuitions. Alors que quand on écrit de la littérature, on peut divaguer beaucoup plus. Mais il y a quand Mmh. même, moi en tout cas, je travaille en me documentant pas mal. Et je dirais qu'en accomplissant mon devoir d'historien, il y a parfois des idées de romancier qui me viennent. Mmh. Oui, Des donc idées de livres. ça interfère. Oui. Ouais, 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 ça interfère, ouais. Et puis après, de l'autre côté, le fait que je sois romancier, ça influe aussi dans la manière d'écrire l'histoire. Je pense qu'il y a une partie du souffle littéraire que j'ai dans mes romans que j'ai essayé de mettre dans mes livres d'histoire, notamment le dernier qui s'appelle Panthère et Pirates,
qui a été publiée à La Découverte, dans laquelle je raconte l'histoire d'un couple de Black Panthers qui avait détourné un avion vers l'Algérie en 1972, et après qui ont refait leur vie en France. Et dans ce livre-là, d'abord, j'avais fait une première version de ce livre qui était un roman, enfin de non-fiction, hein, mais pas de fiction, Mhm. mais qui était publié aux éditions Plein Jour. Et puis là, j'en ai fait un livre d'histoire, mais j'ai vraiment essayé de garder ce souffle littéraire pour raconter cette histoire qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Hmm. Parce que par exemple, si on prend le livre dont vous avez parlé aujourd'hui, est-ce que comment vous avez travaillé pour Aimé Césaire? Vous avez relu tout ce qu'il a écrit? Vous avez revu des films de lui? Comment vous avez Ah bah, travaillé? j'ai lu une biographie sur lui, j'ai lu les écrits de Suzanne Césaire et j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur Suzanne Césaire. Notamment, il y avait un recueil de textes qui avait été édité par Daniel Maximin. Donc j'ai utilisé ça. Et puis après, j'ai relu, oui, des poèmes et des textes écrits par Aimé Césaire aussi, quoi. J'ai essayé de m'immerger là-dedans, quoi. Mais m'immerger pour mieux m'en échapper par la fantaisie du livre que j'écris, quoi. Parce que voilà, il s'agit pas de plagier ou de calquer, mais d'essayer de vraiment de faire quelque chose d'original, quoi. Et Et, puis et c'est quand même un romanesque. personnage mythique, hein, donc c'est pas facile de s'attaquer à quelqu'un comme ça. Oui, bah après j'avais un peu peur hein, aussi de la réaction de Maryse Condé, de la famille de Suzanne et d'Aimé Césaire. Donc je leur ai envoyé les livres. C'était les Oui, premiers à qui j'ai envoyé les livres. Et j'ai eu un retour par mail de Maryse Condé qui me remerciait de lui avoir envoyé le livre, donc qui était plutôt sympathique. Et puis j'ai envoyé aux descendants de Suzanne et d'Aimé Césaire. Et voilà, donc j'ai pas eu de retour, mais j'espérais en tout cas ne pas avoir de retour négatif. Donc déjà qu'ils ne se sentent pas spoliés ou qu'ils n'aient pas l'impression que j'ai voulu utiliser oui. euh, Aimé ou Suzanne Césaire, mais vraiment voir ça comme aussi une marque de ma part d'admiration et de fascination pour ces personnages, quoi. Mhm. Moi, je vais rendre la parole à Nathalie. Je vous dis que j'ai eu la joie de déjeuner à côté d'Aimé Césaire. C'était un Ah grand ouais, monsieur, un très grand euh, monsieur. c'est une sacrée chance. Ouais. Je voudrais quand même Oui, j'ai d'ailleurs rien mangé, j'ai juste écouté ce qu'il me disait. Je me suis nourrie autrement. Ouais, je crois que j'aurais fait pareil. Non, je voudrais rappeler que les précédents romans quand même de Sylvain sont disponibles aux éditions Babel. Vous les trouverez voilà, dans toutes les librairies ou en bibliothèque, C'est un livre de tu vois, poche, ouais, pas belle, ouais. là, en livre de poche. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, Sylvain, Oui, alors, euh, moi, j'ai pensé à deux, j'ai du mal à les départager. Alors, d'abord, c'est Banjo de Claude Maquet, qui est dans le livre? voilà, qu'on retrouve dans mon livre aussi, et qui se passe dans les années 20 à Marseille. Et Claude Maquet, c'est un écrivain de la Harlem Renaissance, jamaïcain, mais après qui a vécu pas mal aux États-Unis. Et voilà, dans ce livre, il raconte la vie truculente du port de Marseille dans les années 20. Et il se balade avec des vagabonds, avec des étudiants, avec des navigateurs, des marins, des dockers. Et voilà, donc c'est vraiment un livre passionnant, plein de vie qui m'a vraiment emporté. Et l'autre livre, alors vous m'avez un petit peu aiguillonné là en me parlant d'Italie au début, c'est un livre de Goliardia Sapienza, parce que c'est une autrice que j'adore. C'est des livres qui sont pleins de vie. Alors, le plus connu d'elle, c'est L'Art de la joie. J'ai beaucoup aimé L'Art de la joie, mais je voudrais en conseiller un qui est beaucoup plus court et que j'ai adoré aussi, qui s'appelle Moi, Jean Gabin, dans lequel elle parle de sa vie quand elle était petite fille. Et c'est très beau, elle parle de ses parents et elle parle de ses frères et sœurs, elle en avait beaucoup. Elle parle de sa vie d'enfant dans l'Italie fasciste où elle vivait en Sicile, de son père qui était à la fois quelqu'un d'admirable, parce que c'était quelqu'un qui défendait les pauvres, qui était avocat, qui était engagé à gauche et tout ça, mais qui était en même temps aussi un personnage assez inquiétant par d'autres aspects, puisque il a eu des relations, il a fait de l'inceste avec certaines de ses sœurs. Et voilà, et donc elle se démêle, Goliarda Sapienza, dans ce livre qui est plein de vie, avec toutes ces histoires et avec toutes ces contradictions, et avec tout cet amour, mais aussi ces problèmes qu'elle avait pour sa famille, quoi. Et voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. C'est un livre qui nous pousse vers la vie. Je Bon remettrai choix. les références. Et Banjo, c'est le livre qui fait visiter Marseille à Voilà. Marie-Louise. Ouais, ouais, c'est Marie des Neiges, elle lit Banjo dans mon livre, quoi.
Donc voilà, donc je vais remontrer la couverture qui est sublime. Donc c'est Une vie qui se cabre. Moi, c'est mon conseil de lecture. Vraiment, je suis ravie de vous avoir découvert, de vous avoir lu. J'ai passé un très bon moment avec Marie des Neiges et j'espère que les lecteurs qui nous regardent iront à la rencontre de Marie des Neiges et dans votre chronique qui est vraiment très réussie, Sylvain, n'en doutez pas. Donc bonne Merci chance beaucoup. pour la suite et puis peut-être à bientôt en librairie, j'espère. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouvera jeudi prochain avec Harold Coberle. On va partir en Russie pour Le Rouge et le Blanc qui est sorti aux escales. Merci beaucoup Sylvain. À Au revoir. Merci.